Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, l'Antigone de Jean Anouilh. Et plus précisément, on va décortiquer ensemble une scène absolument capitale, un moment d'intimité incroyable qui en fait annonce toute la tragédie à venir. Allez, on plonge dans le texte. Mais avant de commencer, un petit rappel, c'est essentiel. La pièce date de 1944. C'est une réécriture. Anouilh, il reprend le vieux mythe grec, celui de Sophocle, mais il le catapulte dans un univers beaucoup plus proche de nous. Et surtout, il utilise une langue qui balance sans arrêt entre la grandeur de la tragédie et la simplicité du quotidien. Et c'est justement ce contraste qui est d'une force incroyable. Alors, voilà notre plan de vol pour aujourd'hui. On va commencer par planter le décor avec une héroïne au petit matin. Ensuite, on attaque le gros du morceau, le dialogue d'un adieu caché. Après ça, on va analyser de plus près la langue et le style si particulier d'Anouilh, avant de voir comment les grands thèmes, l'enfance, le devoir, la mort, sont déjà là. Et on finira par mettre tout ça en débat. C'est parti ? Imaginez la scène. Le jour se lève à peine sur le palais de Thèbes. Tout est calme, tout le monde dort encore. Et c'est dans ce silence un peu cotonneux, dans cette atmosphère suspendue, qu'Antigone rentre. Elle vient de faire ce qui est interdit par son oncle, le roi. Et la première personne qui la surprend, c'est sa nourrice. Dès les premières secondes, on sent que la tension est là, elle est palpable. Et sur scène, il y a qu'elles deux. Juste Antigone et sa nourrice. Cette configuration, ce qu'on appelle un huis clos, ça crée tout de suite une immense intimité. C'est un dialogue à deux voix, d'accord, mais vous allez voir, ces deux voix ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. En fait, un véritable dialogue de sourds va s'installer. Bon, maintenant, on rentre dans le cœur du réacteur, le dialogue. Parce que derrière des mots qui ont l'air de rien, des mots tout simples, se cache une vérité absolument terrible. Antigone, elle est en train de faire ses adieux, mais sans pouvoir le dire. Chaque réplique, c'est un indice qu'il faut savoir déchiffrer. La première question de la nourrice, elle est simple, elle est pragmatique. Où as-tu mal ? Mais la réponse d'Antigone, elle nous emmène complètement ailleurs. Elle ne cherche pas un remède pour un mal physique. Alors, de quoi elle souffre, vraiment ? En fait, elle cherche autre chose, un réconfort total, une sorte de retour en arrière vers la sécurité absolue de l'enfance. Et cette sécurité, elle est symbolisée par la chaleur de sa nounou. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est plus une demande, c'est presque une invocation. Antigone transforme sa nourrice en une sorte de figure magique, une déesse protectrice qui peut tout vaincre. La fièvre, les cauchemars et même, attention, la mort. Le mot est lâché. Mais de quelle mort parle-t-elle ? Pas seulement la sienne. C'est peut-être la mort de son innocence, la mort de son enfance. Elle cherche une protection contre son destin. Et voilà, l'aveu. Une phrase d'une vulnérabilité qui nous bouleverse. Le mot-clé ici, c'est « cela ». Ce pronom est volontairement flou, mais il désigne en fait l'immensité de la tâche qui l'attend, le poids du devoir qui va l'écraser. Pendant un court instant, elle avoue que le costume d'héroïne tragique est bien trop grand pour la jeune fille qu'elle est encore. Et puis tout à coup, la conversation change complètement de direction. Elle passe de sa propre angoisse à un sujet qui a l'air complètement anodin. Qu'est-ce qui va arriver à sa chienne douce ? Mais ce n'est pas anodin du tout. C'est une façon détournée de parler de ce qui ne peut pas être dit. Écoutez bien l'insistance, la répétition de « je t'en prie ». Ce n'est plus du tout une simple demande, c'est une prière désespérée. En fait, elle est en train de régler les affaires du monde qu'elle va quitter. Elle veut s'assurer que la vie continuera, en douceur justement, même quand elle ne sera plus là. Et voilà la phrase, l'hypothèse glaçante, cet euphémisme « si je ne pouvais plus lui parler ». C'est à ce moment précis que nous, spectateurs, on comprend. Même si la nourrice, elle, ne voit rien, nous on sait qu'Antigone n'est pas en train de préparer un voyage. Elle se prépare à une absence définitive. Et là, c'est la chute. Brutale, choquante. Cette demande que la nourrice trouve complètement folle, et on la comprend, ça nous révèle la radicalité d'Antigone. Elle préfère la mort pour sa chienne plutôt qu'une vie de tristesse. C'est une projection de son propre refus du compromis, de son propre refus de la souffrance. Et la scène s'arrête là-dessus, sur une incompréhension totale. Alors, passons maintenant à l'analyse de la langue, parce que c'est vraiment là qu'on touche au génie d'Anouilh. Il utilise ce qu'on appelle des anachronismes. En gros, il mélange volontairement des éléments qui n'appartiennent pas à la même époque. Regardez bien ce contraste. D'un côté, on a tout le vocabulaire de la grande tragédie grecque, le palais, la mort, l'ombre. Et de l'autre, des trucs de tous les jours du XXe siècle, le café, les tartines, et même cette expression géniale que lance la nourrice « tu me fais tourner en bourrique ». Cette expression, qui veut dire « tu me rends folle », c'est l'exemple parfait de ce choc des époques qui rend les personnages si proches de nous, si humains. Anouilh, c'est aussi un maître du langage sensoriel. Il nous fait ressentir la scène. On sent presque la main rugueuse de la nourrice, un mot qui évoque à la fois le travail, la dureté, mais aussi la solidité, la tendresse d'une main qui a soigné. On entend un ululement, on voit cette ombre qui ricane, on imagine l'odeur du bon café. Tous ces détails, ils ancrent l'angoisse dans quelque chose de très physique, de très concret.
Allez, on va encore un peu plus loin, on va essayer d'identifier quelques-uns des outils littéraires, des figures de style qu'Anhui utilise pour donner autant de puissance à ce dialogue. On commence par l'anaphore, c'est un grand classique. C'est tout simple, on répète le même mot ou le même groupe de mots au début de plusieurs phrases. L'effet, ça crée un rythme, une musique, presque une incantation qui vient marteler une idée. Voyons ce que ça donne chez Antigone. Regardez cet exemple, c'est magnifique. Cette répétition de nounou plus forte qu'eux, ça transforme la phrase d'Antigone en une sorte de prière, une litanie d'enfants qui essayent de se convaincre qu'une protection absolue existe contre le mal. C'est une formule magique pour repousser la peur. On continue avec un autre procédé très présent ici, la métaphore animale. C'est la nourrice qui l'utilise tout le temps pour parler à Antigone. Mon pigeon, ma colombe, ma mésange, tout ce vocabulaire des oiseaux, pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça renforce l'image d'Antigone comme une petite chose fragile, pure, innocente. Et c'est ça qui est tragique. Ça souligne le décalage, le fossé immense entre la façon dont la nourrice la voit et la femme déterminée et implacable qu'Antigone est en train de devenir. En fait, si on prend un peu de recul, on se rend compte que cette scène, aussi intime soit-elle, c'est comme un résumé, une miniature de tous les grands thèmes qui vont traverser la pièce. C'est une sorte de sommaire thématique. On y trouve tout, la nostalgie de ce paradis perdu qu'est l'enfance, la solitude la plus totale de l'héroïne, puisque personne ne peut la comprendre, la mort qui plane partout, dans les mots, dans les silences, et bien sûr ce fameux dialogue de sourds, cette incompréhension totale entre Antigone, qui a déjà un pied dans la tragédie, et la nourrice, qui est solidement ancrée dans la vie de tous les jours. Donc pour conclure, cette scène est bien plus qu'une simple introduction. C'est un adieu silencieux au monde de l'enfance. C'est un dernier moment où Antigone essaye de puiser des forces avant de marcher, seule, vers son destin. Et c'est justement l'incompréhension totale de son entourage, ce décalage avec le monde du quotidien qui rend sa solitude et sa détermination si profondément tragiques. Et pour finir, je vous lance quelques pistes de réflexion. Ce besoin de retourner en enfance, à votre avis, c'est une force ou une faiblesse pour elle ? Est-ce que l'incompréhension de la nourrice aide Antigone ou au contraire est-ce qu'elle l'enfonce ? Et enfin, cette histoire de chienne, comment on peut l'interpréter ? Qu'est-ce que ça dit de son projet ? Il n'y a pas une seule bonne réponse. Une grande œuvre, c'est une œuvre qui continue de nous poser des questions. Merci beaucoup pour votre attention